Barahop, Barahop, vous avez la parole. Barahop, 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 vous avez la parole. Barahop, 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 vous avez la parole. Barahop, Barahop. Bonjour à vous tous, téléspectateurs et téléspectatrices de Cello TV, la télévision qui vous suit partout. Alors, c'est un plaisir pour nous ici et toute l'équipe de Cello TV de vous présenter en ce jour ce très beau plateau. Cello TV, elle a fait peau neuve. Alors, pour faire peau neuve, aujourd'hui, nous allons recevoir dans votre émission, vous avez la parole, un invité, je dirais pas spécial, parce que c'est la deuxième fois qu'il revient sur ce merveilleux plateau de Cello TV. Alors, nous allons recevoir aujourd'hui Monsieur Pierre Ruggiero Karakesi, qui est un blogueur, un chroniqueur, qui est né à Casterman-Ville, en RDC au Congo. Il est diplômé de l'Institut des techniques bancaires de Paris. À son actif, il est l'auteur de 4 ouvrages, dont précédents que je vais citer ici rapidement. Rwanda, enfin la France s'agenouille, paru aux éditions du Net en 2018. Tingi Tingi, 20 ans après, toujours aux mêmes éditions du Net en 2017. Et Rwanda, les plans B de Kagame, paru en 2014, toujours aux éditions du Net. Et le dernier, enfin le premier, je parie, Rwanda, Afanda, les autres mots-clés d'une dictature aux éditions Scribe en 2012. Aujourd'hui, donc, Monsieur Pierre Ruggiero revient donc avec un nouvel ouvrage. Là, voilà, Défaite et honte française, 1804-1994 pour le français belge. Le Rwanda vengera-t-il Haïti? Alors, comme ça, pour résumer pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'auteur ici nous parle des défaites françaises. Il parle des défaites, celles dont on ne parle pas, on ne fait pas trop mention, à savoir les défaites que la France a subies à Vertigné aux Antilles, au Biafra au Nigeria et à Buntare et Urutarewatamba au Rwanda. Alors, l'on sait, et ça on l'apprend à l'histoire, à l'école, comme le dit l'auteur, les défaites françaises de Waterloo 1815 sont bien connues, celles de Pien-Hu 1954 sont connues. Alors, l'auteur va donc nous amener comme ça dans les hontes, ce qu'il a appelé donc les hontes de la France, les défaites de la France, celles qu'il a connues, j'ai cité précédemment aux Antilles et en Afrique. Alors, l'auteur se pose la question qui est celle de savoir, d'où le lien avec Haïti, est-ce que le Rwanda va-t-il se laisser malmener par la France après la honte et les défaites que les hommes du commandement d'opération spéciale de l'armée française ont connues au Rwanda? Voilà donc résumé comme ça pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce bel ouvrage que Pierre Ruggiero vient vous présenter ici sur le beau plateau de Cello TV. Monsieur Pierre Ruggiero, je veux te souhaiter la bienvenue. Merci Valérie. Voilà, c'est tout un plaisir pour moi et toute l'équipe de Cello TV de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau et surtout que tu viens avec un nouveau bébé, moi je vais l'appeler comme ça, un nouveau-né qui serait la suite du précédent ouvrage. Tout à fait. Alors, j'aimerais dire, une dédicace spéciale m'a été faite, une dédicace que je considère que c'est toute l'équipe de Cello TV. Alors, c'est pour nous parler des défaites et des hontes françaises. Alors, dans les Français ont des défaites. Oui, chaque fois que vous allez à la guerre, vous êtes en face d'une issue qui sera victorieuse ou qui sera malheureuse, donc une défaite. Et la France, des défaites, elle en a connu. Voilà, la France a connu des défaites et alors est-ce que tu peux maintenant survoler comme ça, tu parles de quelle défaite dans ce livre? Merci.
Elle a connu beaucoup de défaites. Et les plus connues ne m'intéressent pas parce qu'elles sont justement connues. Et les plus connus ont fait l'objet de plusieurs ouvrages. On en a appris à l'école pas mal. Waterloo, c'est une grosse défaite. Je parle de Dien Bien Phu, c'est en Indochine. Ils ont été battus, mais tous les livres que moi j'ai lus d'histoire parlent de ces deux défaites-là, à côté de bien d'autres que j'essaie de résumer dans le livre. Les défaites qui m'intéressent, c'est les défaites que la France a essuyées en face des armées noires, en face des armées africaines. C'est de ces défaites-là que je parle. J'ai pris 3 cas de défaites. Une défaite en Haïti, une défaite au Nigeria, une défaite au Rwanda. Voilà les 3 défaites qui ont occupé le livre que nous avons aujourd'hui. Alors, la défaite de Haïti, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Comme ça, on verra un peu le lien que tu as voulu faire en disant le Rwanda vengera-t-il Haïti? Parlant de ce qui s'est passé à Haïti. Je parle de défaite en fait pour encourager ceux qui croient que les Africains ne peuvent pas infliger une défaite à une armée blanche ou une armée occidentale. J'aurais pu parler de victoire en fait parce que je célèbre mes frères africains, qu'ils soient outre-marins, donc comme en Haïti, dans les Antilles, les Caraïbes, ou qu'ils soient continentaux comme les Nigérians et les Rwandais. Donc, quand il y a des fêtes, c'est qu'il y a victoire de l'autre côté. Tout à fait. Haïti m'intéresse beaucoup parce que c'est la première fois que des Noirs, de surcroît des esclaves, ceux qui ont gagné cette guerre, ceux qui ont eu cette victoire, on les appelait les bossals, donc pour dire, ils avaient la peau sale, on a transformé le mot peau sale, on a transformé en bossal. Ils étaient en guenilles, ils étaient vraiment, ils passaient leur temps à travailler pour le blanc. À un certain moment, ils en ont eu marre, ils se sont organisés, ils ont levé une armée. La France n'a pas été d'accord, a envoyé une armée de 40 000 hommes. Et c'était à l'époque l'armée la plus puissante du monde. C'est comme si on parlait aujourd'hui de l'armée américaine qui va envahir un pays. Au passage, je souligne que Haïti, c'est un pays, un tout petit pays. Il a la taille du Rwanda, d'où le lien. Il est montagneux comme le Rwanda. D'ailleurs, Haïti, ça signifie à peu près cela, un pays de montagne. Il a vraiment la taille, c'est un tout petit pays. Et c'est des gens qui ont été uprooted, qui ont été déracinés, merci. Ils ont été pris de chez eux, ils vont ailleurs, donc ils n'ont pas la science militaire avec eux, ils n'ont pas l'organisation. Tout ce qu'on leur autorise de faire, c'est de couper des cannes, c'est d'aller dans des champs d'indigo, de coton, de je ne sais pas quoi. Donc ils s'épuisent au boulot, mais le jour où ils disent on en a marre, ils sont organisés. Et ils ont commencé par faire une réunion, c'est en 1791, au mois d'août, sous l'instigation d'un chaman, d'un prêtre du vaudou, il s'appelle Boukman, qui les met ensemble et ils parlent ensemble, ils planifient comment ils vont se rebeller. Une semaine plus tard, c'est le 22 août 1791, ils ont un mot à la bouche, un slogan en fait de guerre, couper tête, brûler caille. Couper tête, c'est couper les têtes. Brûler caille, c'est brûler les maisons. Alors, ils s'en vont dans toutes les plantations, ils brûlent tout ce qui est plantation, tous les blancs qui résistent, ils sont égorgés, ils sont tués, ils sont massacrés. Et Haïti commence ainsi sa révolution. La France, bien entendu, n'est pas d'accord, d'où l'envoi d'une armée. Et je soulignais que la France enverra en fait plusieurs généraux qui vont se relayer.
Mais le général qui sera en titre pour cette expédition, ce sera un beau-frère. Il avait épousé Pauline, une sœur de Bonaparte. Donc, c'est vraiment la famille. Il n'envoie pas n'importe qui pour cette bataille. Son adjoint, c'est un général dont le père était un grand général qui a fait la guerre aux États-Unis. Il s'appelle Rochambeau. De celui-ci, on dira beaucoup de choses, dont une accusation forte de génocide, parce qu'il était tellement cruel qu'il a fait importer des chiens de Cuba pour aller traquer les Noirs et les bouffer tout cru. Mais rien n'y fit. Les valeureux étaient là, ils ont battu cette armée. Et dans une ville qu'on appelle Vertières, en Haïti, la bataille finale s'est déroulée. La France vraiment a perdu lamentablement. Le Leclerc était déjà décédé l'année d'avant. Le Rochambeau, qui était un génocidaire en titre, a été battu. Il a été, les troupes haïtiennes, les Bossales dont on parle, l'ont encerclé et lui ont laissé juste, soit tu capitules, soit tu quittes notre pays. Ne sachant que faire, il s'est jeté dans les bras des Anglais qui étaient en guerre contre la France. Et le pauvre, il sera prisonnier des Anglais pendant toute la période où Haïti faisait sa révolution. Donc c'est une victoire vraiment importante. C'est la première fois que des Noirs au monde se lèvent, s'organisent, réclament leur liberté et obtiennent une victoire contre une armée qui était, sur le papier, vraiment très forte que la leur. Je crois qu'avec ce rappel, ce souvenir, ça nous donne espoir. De quoi? C'est un modèle, moi je dirais aujourd'hui, c'est un modèle pour la communauté noire partout dans le monde, parce que on l'entend, on le dit, les Noirs ont difficile à s'organiser, et puis avec cette idée préconçue qu'on ne peut pas face aux autres. Je pense que c'est un très bon rappel. Et alors tu parles aussi maintenant de la guerre de Biafra. Je parle de cette guerre parce que je poursuis mon fil conducteur que la France, quand Haïti se révolte, je parle de la plus grande armée du monde à l'époque, celle de Napoléon. Elle a remporté des victoires à Gram, elle a été à Iéna, elle a fait vraiment des merveilles. Tout le monde prend Napoléon pour un génie militaire. On oubliera que dans son armée, enfin dans la grande armée française de l'époque, il y avait un noir, un général, le père du romancier Alexandre Dumas. Lui, il était général, et c'est lui le vrai artisan de ces victoires de Napoléon. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. C'est pour ça que je reviens sur cette histoire, parce que à l'école, on m'a appris, on vous a appris, je crois, tous, la Révolution française, la Révolution russe. On ne touche jamais à la révolution haïtienne, qui est une des grandes révolutions par ses préceptes. Et moi, je dirais même que c'est la vraie révolution, parce que c'est la base, excusez-moi, c'est la base, en fait, qui se rebelle contre l'élite et qui renverse, en fait, l'ordre établi des choses. C'est vraiment une révolution. Ailleurs, c'est l'élite qui organise les choses et qui pousse le peuple dans la rue. Là, c'est vraiment la base. Le peuple, c'est une vraie révolution. On n'en parle jamais. La victoire militaire, on en parle quasi dans aucun livre. La première fois qu'on mentionne le mot Vertières dans un dictionnaire français, il y a 2 ans. Pourquoi on le fait? Parce qu'un Haïtien a été admis à l'Académie française, et lui, il fera de cette rectification un combat, je dirais presque personnel, mais c'est un combat pour nous tous, que de reconnaître que en 1803, les Français viennent avec une armée importante et qui sont écrasés par une armée de Noirs. Donc c'est tellement important que les gens sachent que les Africains, les Noirs, peuvent vraiment organiser cela, et que peu importe l'armée en face, ou l'adversaire en face, ou même l'ennemi en face, quand il y a une organisation, quand il y a la détermination, et quand la cause est bonne, c'est possible. C'est possible. Donc je passe au Nigeria. Et c'est quoi le lien avec Haïti? En fait, en 1803, la France, elle est défaite en Haïti.
Haïti qui était la colonie la plus riche de la France. Elle fournissait à la France les 3/4 de son PNB. C'est tout dire. Donc, tout ce que Haïti fournissait, c'est ça qui faisait l'économie de la France, qui faisait tourner la France. La preuve, quand ils proclament leur indépendance le 1er janvier 1804, la France ne veut pas reconnaître cette indépendance, menace et fait même chanter Haïti, si vous voulez votre indépendance, vous nous payez 125 millions de francs pour indemniser les colons qui étaient là. Et les esclaves, qui va les indemniser? Donc ils font ce chantage. Dans leur dignité, ils acceptent de payer cette dette qu'ils ont payée pendant un siècle, d'où les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Et c'était sous menace. Maintenant, la France a perdu cette colonie, la plus riche, son Eldorado. Son poumon. Attaque l'Algérie, organise une expédition en Algérie. Ils ont perdu un coin du paradis. Ils vont organiser, c'est exactement, ils quittent. Ils venaient de perdre l'Égypte. Napoléon vient de perdre une campagne en Égypte. Il perd une campagne à Vertières, en Haïti. Maintenant, on fait quoi? Ils vont en Algérie. Et c'est la même année, l'année où ils perdent Haïti, ils organisent une expédition en Algérie. C'est pas anodin. Ouais. Alors, je ne vais pas parler de la guerre d'Algérie ou de l'occupation d'Algérie. Vous savez ce qui s'est passé, ça a été une longue... Vous partez de 1803 jusqu'en 62 où l'Algérie obtient son indépendance. Ça a été vraiment très long. Très long. Maintenant, quand ils sont défenestrés de l'Algérie, les Français, ils savent pas quoi faire. Exactement le même scénario de Haïti. Donc, ils n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient être boutés hors de Haïti. Une deuxième fois, ils sont boutés hors d'Algérie. L'Algérie où il y a énormément de gaz, vous le savez, énormément de pétrole. Ils se sentaient déjà économiquement forts parce qu'ils avaient ce pétrole-là qui pompait un peu de frais. Mais surtout, leurs essais nucléaires pour maîtriser la bombe atomique, les premiers essais se font dans le Sahara algérien. Donc ils perdent tout ça, ils ne peuvent plus faire leur course à la bombe atomique, ils ne peuvent plus avoir l'énergie nucléaire, ni l'énergie fossile, donc le pétrole. Ils font quoi? Tiens, il y a un pays africain, c'est le Nigeria, ils ont du pétrole. Il est où ce pétrole? Dans un coin qu'on appelle Biafra. Allons-y. Si simple que ça. Donc le grand De Gaulle qui est chanté par tout le monde, avec un de ces cardinaux, comme je l'appelle, un de ces messieurs, de ces éminences grises, Jacques Foccart, il planifie comment ils vont mettre dans la tête des dirigeants Ibo, c'est l'ethnie majoritaire au Biafra, comment ils vont faire une sécession, vraiment, et établir une république à eux, qui, leur assurera-t-on, sera la plus riche de l'Afrique, blablabla. Ils ont vendu leur projet, mais ils disaient aussi qu'ils voulaient contrer l'influence de l'Angleterre. C'est des ennemis héréditaires. En fait, la France et l'Angleterre, ils ont toujours été en conflit. Partout où il y a eu des intérêts, un morceau de pain à mettre sur la table. Donc, le Nigeria étant une ancienne colonie anglaise, il fallait vraiment déranger cette colonie en l'amputant de sa région la plus riche. La guerre du Biafra, c'est exactement cela. La France envoie des mercenaires, là, elle n'y va pas vraiment comme en Haïti, elle a pris des leçons, elle a pris une défaite de Kiloté en Algérie, elle hésite à envoyer ses troupes sur le sol. Elle va engager des mercenaires, tout ce que vous avez connu comme mercenaires en Afrique, les Bob Denard, toute cette équipe, les Africains, on les appelait. Donc ils ont fait le Katanga, encore une fois, une sécession, ils veulent amputer un pays riche d'Afrique de sa partie la plus riche. La plus riche. Ils échouent, ils reportent le truc, ils viennent au Nigeria. Là, qu'est-ce qu'ils font? Carrément, ils organisent une rébellion au sein de l'armée. D'abord un coup d'État, du coup d'État, on essaie de régler les choses entre Nigériens jusqu'à ce qu'ils déclarent vraiment leur indépendance. Nous sommes en 1966, la République du Biafra est née, soutenue par la France
par le Portugal qui avait un dictateur à la tête, par l'Afrique du Sud, ça dit ce que ça dit, par la Côte d'Ivoire, un vassal de la France, par la Tanzanie du Nyerere, ça étonne beaucoup, mais lui, il était motivé par quoi? Jusqu'à présent, on se pose la question. Et le Gabon qui est toujours un vassal aussi de la France. Donc, vous proclamez indépendant et vous n'avez qu'une poignée de pays pour vous accompagner cette indépendance-là, et vous avez le monde entier contre vous. Et la France vous dit que vous allez gagner cette guerre. C'était un suicide, moi je dis. Donc la France a poussé ces gens au suicide. Ils font quoi quand ils ont perdu la guerre? Parce qu'ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont affrété des avions de la Croix-Rouge, peints aux couleurs de la Croix-Rouge. Ils mettaient des armes dedans pour aller soutenir cette sécession. Ils ont quand même perdu. Ils ne pouvaient pas. Ils ne faisaient pas le poids face au monde entier, si je peux dire. Et je souligne que la France, vraiment là, elle a vraiment été diabolique. Elle soutient diplomatiquement la fédération, militairement, elle soutient les Biafrais. Donc ça, c'est une insulte à l'intelligence de l'Africain. C'est vraiment je n'ai pas les mots pour qualifier cette attitude d'être des deux côtés. Traître. Et la guerre, le gouvernement nigérian, à un certain moment, ne veut plus militairement engager des actions, fait juste un blocus, et il y a une grande famine qui va ravager cette population. On comptera à peu près 1 million de gens qui sont morts de famine. Et la France crie au génocide. Ce gouvernement est en train de commettre un génocide sur les Ibo. Une thèse que les mêmes Ibo reprennent aujourd'hui. Ils disent on a subi un génocide. La France est derrière tout ça. Et ils organisent ça. Ils disent comment ils vont faire, comment ils vont acheter les journaux pour que les journaux lancent ce mot. Et effectivement, les journaux lancent ce mot. Malheureusement, une commission se mettra en place, une commission de l'ONU. Ils vont conclure qu'il n'y a pas eu de génocide dans le cas d'espèce. La France, une fois, rapatrie ses soldats. Et une deuxième défaite, c'est le Nigeria, le Biafra. C'est le Biafra. Alors, ça c'est vraiment de l'histoire dont nous avons besoin, nous, communauté noire ou afro-américaine, de savoir qu'on peut. Alors, au niveau de la communauté, comment est-ce que c'est vrai, c'est encore un nouveau-né, un bébé qui est là. Comment est-ce que cet ouvrage est reçu? Partant des remarques, des critiques qui t'ont été faites par rapport au précédent ouvrage. Parce que tu es dans une continuité là. Ben voilà, le premier ouvrage, il affirmait que la France était en train de s'agenouiller devant le Rwanda. La plupart des gens me disent non, cela ne peut pas être parce que vous savez, la France est une grande puissance, elle a toujours une carte en main qu'elle va jouer à n'importe quel moment, et vous savez, elle ne va pas se laisser faire, la France fait partie de l'Union européenne, la France a une voix, un droit de veto, je ne sais pas quoi, et que, in fine, elle sera gagnante. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Moi, quand j'écris, je ne fais pas de la fiction, je ne fais pas de la prophétie, je ne fais pas... je ne veux pas parler des choses qui ne sont pas encore là. Je parle de ce que j'ai vu et je consulte l'histoire. Je vois ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, la polémique, c'est là. Donc, une partie des gens ne croient pas que vraiment une nation africaine puisse tenir la tête devant la France ou une autre puissance. Je ne suis pas tout à fait d'accord et je pense que, et c'est le sous-titre du livre, que le Rwanda est en train de venger Haïti. Pourquoi? Parce que la France qui s'amène au Rwanda, encore une fois, en octobre 90, parce qu'il y a une guerre au Rwanda, elle vient soutenir l'armée gouvernementale qui était là, contre des rebelles qui réclamaient le droit à retourner chez eux. La France va masquer son intervention, mais elle était vraiment à 100%, on le sait aujourd'hui, avec l'armée qui empêchait
cette partie demandait de rentrer chez eux. Jusqu'à un certain moment, l'armée gouvernementale était vraiment mal en point. La France a dû envoyer sur le terrain ses propres militaires, dont les artilleurs, qui savaient bombarder avec précision les troupes de rebelles. Donc Kagame était le commandant à l'époque. Et à un certain moment, il y a je relate l'histoire dans l'anecdote dans le livre, il y a des gens, des officiels de l'ONU qui viennent trouver Kagame dans son fief. Ils lui disent: messieurs, on vous supplie de vous arrêter là. Ne faites plus aucun mouvement parce que vous ne savez pas la puissance de feu qui arrive. Là, c'est l'opération turquoise, c'est la France qui vient maintenant au secours. Le génocide est en cours. La France sait que s'ils ne font pas vite, l'armée qu'ils soutiennent va vraiment s'écrouler. Ils amènent des mirages, ils amènent vraiment un arsenal jamais vu. Il faut relire. Je fais un peu l'inventaire de ce qu'ils ont amené comme matériel de guerre. Ils se positionnent au Congo, voisin, donc, et ils commencent l'infiltration petit à petit au Rwanda pour essayer de réorganiser l'armée qui est en train de fuir devant l'armée de Kagame. On supplie Kagame de ne pas avancer, en fait. Alors lui, dans son courage, dans son droit, ou dans son africanité, il dit vous me dites qu'il y a une puissance de feu à laquelle je vais faire face. Sont des hommes ou des surhommes? Si c'est des hommes comme nous, on fait la guerre, parce que c'est la guerre qu'il y a. Si c'est des surhommes, voilà, je leur demandais de quitter mon pays, parce que moi je suis dans mon pays, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans mon pays? Enfin, je suis en train de résumer. Oui, tout à fait. Dans le livre, je reprends ses propres termes. Alors on dit: messieurs, c'est la France, vraiment, elle est venue avec tout ce que vous pouvez imaginer comme arsenal, vous allez vous faire massacrer. Alors il dit: je veux le faire parce que, justement, vous me l'interdisez, expressément pour cela. Il prend son téléphone, il appelle ses commandants sur le terrain, ils disent: à quel niveau êtes-vous? Ils disent: ok, on vient de me signaler que vous allez bientôt rentrer en contact avec des troupes qui paraissent les plus aguerries au monde. Ne vous arrêtez pas, c'est un ordre. S'ils essaient de vous arrêter, vous êtes dans votre pays, brûlez-les. Les troupes avancent, et effectivement, ils rentrent en contact, ils constatent un détachement de l'armée française. Ils encerclent ce détachement-là. Le détachement n'a même pas vu venir les hommes. C'est normal, ils sont chez eux, ils connaissent le terrain. En fait, le premier des Français qui remarque qu'ils sont ils veulent tirer, ils voient toute une compagnie, je ne sais pas moi, alors, ils ont l'ordre de déposer les armes, sinon on vous massacre. Et ça allait avoir lieu parce que, effectivement, ils étaient en embuscade, ils ne pouvaient pas recevoir de renfort, rien du tout. Ils étaient cernés. Alors, ils déposent vraiment les armes. La France dépose les armes. Dépose les armes. Le commandant appelle son supérieur, qui lui ne sait pas ce qu'il y a à faire, qui appelle son ministre, c'était le François Léotard à l'époque, lui qui, désemparé, il dit: on va négocier, parce que ces gens, ils ont été pris en otage. Donc, les officiers français demandent ce qu'il y a à faire, les officiers de Kagame lui demandent: on fait quoi avec ces super-hommes, on fait quoi avec? On a des otages ici, alors gardez-les, on va voir. Les négociations au niveau se font, et ils vont signer ce qu'ils ont appelé un gentleman agreement. Donc entre gens civilisés, ils se disent: c'est pas grave, on va pas, voilà, on va libérer les otages, mais avec une obligation de donner une date à laquelle ils vont quitter le Rwanda. Moi, je suis chez moi, qu'est-ce que vous venez faire ici? Donnez-moi une date, si vous êtes là, c'est temporaire, dites-moi quand. Vous quittez. Et ne dépassez pas d'une minute cette date-là. Sinon, ce que vous avez vu là, c'est rien du tout. Alors, ils étaient venus pour une portion du Rwanda. Ils se sont repliés sur une toute petite portion. Et de là, ils ont donné une date à partir de laquelle vraiment ils ont respecté. Mais entre-temps, ils se sont fait piéger encore une fois
parce qu'ils étaient furieux de s'être fait piéger. Et je parle de ne pas, je ne parle pas de n'importe quelle unité. Ça, c'est le COS, s'appelle le commandement d'opérations spéciales. Ouais. C'est l'élite de l'armée française. C'est elle qu'on envoie en premier quand quand l'armée française doit aller quelque part. Donc, c'est des gens tellement aguerris que, en fait, on les envoie au feu directement, à la mort. Ouais, ouais. Et ils savent comment s'en tirer. Ouais. Donc, c'est vraiment l'élite de l'armée française qui a été fait otage. Donc, ils sont furieux. Ils essaient une pénétration à un autre niveau. Et là, il y a un échange de tirs. Il voit que, voilà, c'est pas comme il imaginait. Ils cessent le feu et ils ont ordre de replier, de quitter le Rwanda. Voilà comment l'opération turquoise n'a vraiment pas fait ce pourquoi elle a été montée. Ils vont quitter le Rwanda. Et voilà, les relations vont s'envenimer à cause justement de cette défaite. De cette défaite, parce que les militaires n'ont jamais accepté. Les policiers disent non, quittez donc. Voilà, ils plient, ils s'agenouillent, ils quittent, ils déposent les armes. C'est une défaite, il faut l'acter comme tel. Et moi je dis c'est une vengeance, parce que après cette défaite, Haïti a eu droit à un chantage, a eu droit à un dédommagement des Français. Le Rwanda n'a pas eu ce genre de chantage. Tout au plus, le commandant qui était là a été muté en Côte d'Ivoire pendant les événements de Laurent Gbagbo. C'est lui qui va organiser les troubles là, pour Vincent Gbagbo. C'est pour dire que, voilà. Et le Rwanda, dans sa vengeance, entre guillemets, va recevoir tout ce qu'elle demande aujourd'hui de la France. J'ai fait une petite liste que j'avais déjà fait la fois passée. On parlait tantôt elle est sur une liste des pays qui sont admis dans l'Union européenne, alors que le Covid met tout le monde dehors. Elle reçoit des fonds pour ses projets aujourd'hui. L'épouse de l'ex-président est traquée comme c'est pas possible en France aujourd'hui. Tout le temps, elle doit se signaler à la préfecture, donc elle doit passer des entretiens avec la police. Un des grands amis du président défunt Habyarimana qui avait fui, on l'appelle le financier du génocide, donc c'était un grand opérateur économique. Depuis 1994, on ne savait pas où il était. Personne ne savait pas où le monsieur se cachait. Il a été découvert. Il a été découvert. Où ça? En France. Dans la France l'a livré. Tout à fait. Donc, c'est ce que je disais. Donc, on n'a pas besoin de faire la fiction. C'est des faits qui sont là. On ne fait que les analyser et voilà, voir la tendance. Elle va vers où. C'est plein de choses. On a monté une commission d'enquête pour faire ressortir la vérité. Parce que le mandat... N'arrêtez pas de dire, mais il faut que vous acceptiez votre rôle. Lequel rôle avait déjà fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire en France. Ça ne veut rien dire. Le Rwanda a réclamé une deuxième commission qui est en place. Au sein de cette commission, il y avait une dame qui n'était pas d'accord avec la ligne de son pays ou de ses militaires. Elle vient d'être écartée de cette commission. Tout ce que le Rwanda demande actuellement à la France s'empresse de mettre. Louise Mushikiwabo, on en parlait la fois passée, qui est la patronne actuellement de la francophonie. C'est pas un hasard, contre une Canadienne qui était en lice pendant que les élections se tenaient. Donc, c'est pour moi une vengeance. Donc, le petit Rwanda est en train de se venger. De faire ce que Haïti n'a pas pu faire, ou alors ce que les Français n'ont pas permis à Haïti de faire quand Haïti avait sa victoire contre les Français. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce que tu écris. Ça fait du bien, comme ça, je reviens là-dessus. Ça fait du bien à la communauté noire de savoir que réellement, on peut. Si on veut, on peut. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, à travers tes écrits, tu t'adresses à qui? Tu es en train de réveiller la conscience, la conscience de la jeunesse, ou en train de nous réveiller, nous les adultes noirs maintenant, qui peut-être avons perdu de l'espoir, parce que d'un autre côté, il y a ceux qui croient encore
Il y a d'autres qui se disent non, tout à l'heure c'est impossible que le Rwanda puisse amener la France à fléchir le genou, que le Rwanda puisse tirer profit de tout ce que tu viens de nous énumérer là. Tes écrits s'adressent à qui? De manière inconsciente, tu parles à qui? Tu transmets quoi à qui? De manière inconsciente, je ne le saurais peut-être pas, mais consciemment, Oui. j'ai un public passible. Je m'adresse à un public qui est fait des jeunes qui se demandent aujourd'hui pourquoi l'Afrique est si bas, pourquoi l'Afrique est à terre, pourquoi l'homme noir est méprisé, pourquoi l'homme noir doit subir tout le temps. J'essaie de revisiter l'histoire de ce peuple, de mon peuple, pour donner des réponses, des éléments de réponse à cette jeunesse ou à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'accéder à certains livres, certains textes. Je me répète, moi-même, je n'ai pas eu l'histoire de Haïti à l'école. Ouais. C'est à travers mes lectures que je suis arrivé à cette découverte. Donc, les jeunes aujourd'hui sont quelque peu désemparés. Ouais. Ils se demandent, mais ils ont fait quoi nos grands-pères? Et tout est mis en place par ceux qui ont colonisé l'Afrique, par leurs complices en Afrique, pour essayer d'effacer cette gloire qui a couvert, ou dont se sont couverts nos ancêtres. Ils étaient là, ils ont résisté. Ce matin, j'avais un écho, c'est une petite digression si vous permettez. Maradona est décédé le 30 octobre, j'ai fait un texte sur lui, pas pour célébrer ce génie du football que moi-même j'appréciais, mais pour mettre sur la même balance, Maradona est décédé, mais quelques semaines avant, John Jerry Rawlings était décédé. Oui. Un des grands fils d'Afrique est décédé, mais je n'ai pas vu d'engouement, donc personne n'a pleuré ce grand fils d'Afrique. Maradona est décédé, tout le monde veut pleurer. Maradona, c'est qui? C'est un génie, je concède, qui vient de l'Argentine, un pays qui n'a jamais fait jouer un noir dans son équipe nationale. Où sont les noirs d'Argentine? Ils ont été décimés. Il y a eu un génocide en Argentine. On les a tués dans une guerre contre le Paraguay. Il est resté que des femmes qui ne pouvaient prendre les hommes que les blancs sont restés. Il y a une politique délibérée du XVIIIe siècle d'un président argentin pour blanchir, c'est le mot, blanchir la population, c'est le mot qu'on a utilisé. Le même Maradona, il joue un match contre le Nigeria. Vous vous souvenez tous de son geste, pardon aux téléspectateurs, si on pourra couper ce geste-là. Donc il fait de doigts d'honneur le grand Maradona parce que le Nigeria a marqué un but et tous les Africains vont célébrer Ok, on va apprécier son génie, mais de là à pleurer, mais non, ne comptez pas sur moi, je ne veux pas pleurer Maradona. À côté, il y a John Jerry Rawlings qui est décédé et qui a pris le Ghana d'un point qu'il a mis à un autre point. Ça, pour moi, c'est un honneur. Est-ce qu'à ce niveau, c'est pas nous les Africains qui ne... Comment je vais dire ça? C'est peut-être à nous de mettre un honneur, par exemple, de pleurer Jerry Rawlings. Parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas les autres qui vont pleurer les nôtres à la dimension. Tout à fait. On devrait le faire. Nos bourreaux ou nos ennemis, nos adversaires politiques ne vont pas mettre un agenda qui nous est favorable. Nos enfants, on leur cache, à nous-mêmes déjà on a caché ce que je suis en train de révéler ici. Comment voulez-vous que ces gens-là pleurent nos héros? Non, ils ne le feront jamais. Ouais, c'est ça. Ils vont nous mettre en tête le général de Gaulle, Napoléon Bonaparte, qui ont fait ce que je viens d'expliquer au noir. Il nous incombe à nous de dénoncer ce blanchiment, par exemple. On voit le Brésil, nous adorons le Brésil, l'équipe du Brésil, en partie parce que nous y voyons des noirs. C'est émotionnel, je ne sais pas comment définir psychologiquement ce que c'est, mais parce qu'on s'identifie quelque peu à cette équipe. Maintenant, si on attend que les Blancs nous fassent... Tiens, je reste sur cette digression. Il est sorti sur les réseaux sociaux une photo qui parodie la dernière scène où Maradona à la place de Jésus et
le roi Pelé à côté de lui comme un disciple. Vous comprenez ce genre? Donc on a toujours blanchi dès Thèbes, l'Égypte antique, on a toujours blanchi les pharaons. Donc c'est maintenant un combat qui nous appartient à nous de mettre en avant nos héros, nos victoires, nos résistances. Je poursuis dans la digression. On a toujours dit que, j'en parle dans le livre, que les Noirs ont vendu leurs frères. C'est faux. S'ils les ont vendus, pourquoi à un certain moment, ils organisaient un mouvement de retour? C'est faux. Que faisait la reine Nzinga? Elle a combattu ce mouvement-là. Oui. C'est faux. Pourquoi ils ont tous résisté? Donc, c'est à nous de révéler ces petites choses-là de l'histoire, de leur donner leur place dans l'histoire pour que nos enfants, les générations qui viendront après nous, se disent, tiens, attends, ils y sont parvenus, pourquoi pas nous? Oui. On n'est pas si oui. Tank que le monde veut nous faire croire. Oui. Donc, il y a toute une matière à revisiter, à découvrir et à propager au sein de la jeunesse pour que voilà, la dignité reste noire, la fierté reste noire et la victoire reste noire. Voilà, je vais terminer notre propos. C'est tellement passionnant avec cette question. Est-ce que Pierre Rouguero se voit comme un prophète? Pas du tout. Je suis un lecteur passionné, un lecteur assidu. J'adore l'Afrique, j'adore mon Afrique, j'aime les Africains, j'adore vraiment mon peuple. Et je ne peux pas prophétiser parce que c'est un exercice dont j'ignore vraiment les ressorts. Par contre, j'aime l'histoire de ce peuple et chaque fois que j'en ai l'occasion, je lis et relis, je pose les questions, je visionne des heures et des heures de documentaires pour savoir d'où nous venons, qu'est-ce qu'ils ont accompli nos aïeux, nos grands-parents, pourquoi à un certain moment ça n'a pas marché, pourquoi notre pays, l'Afrique, a produit 50 et quelques pays, alors que nous n'avons qu'un seul pays, l'Afrique, et que nous sommes tous le même peuple, avec des langues différentes ou des dialectes différents, comme l'a démontré un jour chez Anta Diop. Donc, c'est cela qui me passionne en fait. Je parle des faits historiques et actuels, et je ne prétends aucunement prophétiser quoi que ce soit. Voilà, Pierre Rouguero n'est pas un prophète. Hein. Voilà, maintenant, je veux te laisser la latitude de dire quelque chose à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Hein. Un dernier mot. C'est toujours un exercice difficile d'avoir le dernier mot. Je veux juste déclarer encore une fois mon coup de foudre pour mon peuple et pour mon pays. Parlant de pays, je ne parle jamais du Rwanda comme mon pays. L'Afrique, c'est l'Afrique mon pays. On est tous africains. Un étranger d'une autre couleur de peau, quand il nous voit, il ne voit pas le Rwanda, il ne voit pas le Cameroun, il ne voit pas le Sénégal. Il voit l'Africain. Il voit l'Africain. Oui. Donc, l'Afrique, c'est mon pays. Alors, aux téléspectateurs, qu'est-ce que j'ai à dire? Ce pays, ce continent qui a été la grande sœur de tous les autres, ou qui a été le berceau de l'humanité, comme c'est commode à le dire, est plein de ressources. Et il y a de quoi. L'homme apparaît la première fois sur ce continent-là, donc il a tout développé, il a tout fait. Il a été en contact avec la vie et il s'est tiré d'affaire avant tout le monde. Donc si aujourd'hui on nous cache, si aujourd'hui on nous résume à une classe de sous-hommes, ce n'est pas vrai. Il t'appartient à toi, à nous tous, vraiment de puiser dans tout ce qu'ont fait d'autres Africains, ici ou ailleurs, et pour nous réapproprier la gloire de ce pays. Et cette gloire va nous motiver pour achever d'autres victoires, et de victoire à victoire, vous verrez, l'Afrique sera un continent où il fait beau de vivre, je le sais déjà, mais qui sera digne, qui va lever la tête et ne pas tout le temps suivre ce que dictent les autres sur d'autres continents.
Voilà, nous réapproprier les gloires, les anciennes gloires qu'ont connues nos aïeux, nos ancêtres en Afrique. Nous te disons merci à toi, Pierre Rouguero, de revenir une deuxième fois sur ce plateau de Vous avez la parole, nous présenter ce bel ouvrage que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent retrouver auprès de votre éditeur, www.leseditionsdunet.com, et sur les sites internet de Amazon.fr, chapitre.com et lafnac.com pour une valeur de 13 €. Rendez-vous sûrement au Rwanda pour la continuité avec Pierre Rouguero. Merci de nous avoir suivis. Au revoir Pierre. C'est moi qui vous remercie.